Ibali Traoré, c'est mort, on ne peut pas inviter ça au siège, elles vont nous taper la honte, les tantines africaines. C'est une remarque qui a beaucoup choqué les maquilleuses qui étaient présentes. Vous connaissez sûrement le groupe Estée Lauder, c'est l'un des plus grands groupes de cosmétiques du monde, juste derrière L'Oréal. Et il détient des marques comme Clinique, The Ordinary, Bobbi Brown ou encore MAC. Et cette dernière, en plus d'être l'une des marques de maquillage les plus vendues au monde, est aussi l'une des seules à proposer des teintes pour toutes les couleurs de peau. Sauf que même si la marque affiche des valeurs d'inclusion et de diversité, elle ne les applique pas forcément. On a tous vu passer cette vidéo. Cette vidéo de l'Informier, qui est un journal d'investigation au niveau économique et financier. C'est une vidéo qui montre la note interne d'une manager, voilà, qui va citer, qui va avoir des propos qui en 2026, à mon sens, c'est des propos qui n'ont même pas leur place, que ce soit en 2026, en 2017, ça n'a pas leur place. Mais je cite. Les Fatoumata, Koulibaly ou Traoré, c'est mort. On ne peut pas inviter ça au siège. Elles vont nous taper la honte, les tantines africaines. Comment dire? À un moment donné, ces grandes marques-là, parce qu'en fait, Estée Lauder, c'est pas la seule. Les MAC, les The Ordinary, la mère, il y a aussi la mère qui effectivement appartient aussi au groupe Estée Lauder, les L'Oréal, les Louis Vuitton et j'en passe. Ce n'est pas la seule marque Estée Lauder qui se comporte comme ça envers la femme noire ou les personnes noires. Et là, on va parler de la femme noire. Et en 2026, c'est juste inacceptable ce type de manque de respect. Hi guys, bienvenue sur Royal Glow. Aujourd'hui, l'épisode va être un peu particulier parce que c'était pas l'épisode qui était prévu. Mais à un moment donné, il faut savoir remettre les points sur les i, les barres sur les t par rapport à certaines certaines choses et par rapport à la femme noire également dans le monde de la cosmétique. Donc cet épisode va être un peu, on va dire, j'ai pas envie de dire vénère, mais un peu quand même. Donc, on va prendre le temps de décortiquer ça. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à commenter, donner votre avis, à aimer, à partager et à vous abonner. Et sans transition aucune, on va enchaîner. L'industrie s'est construite sans la femme noire, mais avec l'argent de la femme noire. Parce que oui, pendant des décennies, les grandes marques telles que Estée Lauder, Louis Vuitton, tout ce qui va être Chanel, tout ce qui va être Clinique, La Mer, et j'en passe, parce qu'il y a énormément de marques. Ces marques-là ont vendu des produits à la femme noire sans réellement comprendre ses réalités, sans réellement comprendre ses besoins, sans investir dans sa couleur de peau, son type de peau, parce qu'il y a différentes carnations, et sans forcément investir dans la texture des cheveux de la femme noire. Et c'est ça en fait. Et parce que la beauté en fait de la femme noire était considérée comme secondaire, il n'était pas nécessaire effectivement de investir sur elle. Et de ce fait, ces mêmes femmes noires, elles de leur côté, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles trouvaient des solutions. Des solutions de raccordage, on va dire. Elles vont mélanger les fonds de teint. Elles vont avoir en fait des résultats avec des produits qui ne sont absolument pas adaptés, avec des teints qui sont trop gris, et parfois elles vont se lisser les cheveux en fait avec des produits cancérigènes. Des produits cancérigènes, pourquoi? Parce que ces grandes marques-là, elles ne regardent pas, en fait, quand il s'agit des produits de la femme noire, destinés à la femme noire, ils ne vont absolument pas regarder la composition de leurs propres produits. Mais ils vont te vendre ça parce que tu n'es rien en tant que femme noire. Parce que de toute façon, on peut le voir, hein, à un moment donné, en fait, les femmes noires, si elles faisaient ça, c'est parce qu'à un moment donné, elles acceptaient, en fait, que les grandes marques ne les considéraient pas. Ne les considéraient pas. Et pourtant, c'est celles qui dépensaient massivement. C'est celles qui rapportaient le plus économiquement à ces marques-là. Et c'est totalement paradoxal parce que quand on regarde les publicités
dans tout ce qui va être années 50, 60, 70, la femme noire est quasiment inexistante. Inexistante. Mais par contre, quand on prend le temps, on va dire, d'inclure la femme noire dans une publicité, elle va avoir un rôle secondaire. Elle va avoir un rôle secondaire. Elle n'apparaît pas souvent. Elle va avoir un rôle secondaire. Et l'industrie qui déjà gagnait, en fait, de l'argent sur le dos des femmes noires, mais ne la considérait pas comme une beauté, on va dire, centrale, prioritaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas, en fait, la beauté dominante, le type de beauté dominant, avec les attraits, en fait, du coup, dominants que eux ont décidé que c'était le type de peau qu'il fallait, le type de trait qu'il fallait. Et on parle ici, bien entendu, on va pas non plus, c'est pas un secret, le typé européen. Très fin. Pas une grosse bouche, pas de grosses lèvres, pas un gros nez ou un nez plat, on se comprend. Ici, on se comprend. Et la femme noire, elle, de son côté, elle a toujours été perçue comme un marché, on va dire, de niche. Vu qu'elle a été perçue comme un marché de niche, on la considérait pas. Mais par contre, on va aller considérer ce qu'elle apporte. On va aller considérer ce qu'elle apporte parce qu'en réalité, on va pas se mentir, la femme noire, elle a longtemps et elle influence encore les tendances d'aujourd'hui. Parce qu'on va juste prendre du recul 5 minutes. Parce que, pardon. Culturellement, au niveau beauté, combien de techniques d'innovation esthétique et du coup, de toute façon, viennent historiquement, justement, des communautés noires. Non, mais j'attends, parce qu'à un moment donné, on va parler ici de tresses. Les baby hair. We know, you know. They know. On va parler ici des ongles longs, style un peu stiletto. C'est les ongles très très pointus qui vont être longs et très 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 pointus. Ça a une histoire, ça aussi. Mais ça vient des communautés noires. On va parler des lace wigs. On va parler des techniques, de certaines techniques de maquillage, du contouring. Oui, on va parler du contouring. Vous pouvez dire ce que vous voulez, allez faire vos recherches. On va parler ici du contouring et on va parler des routines skincare là, bien heavy, bien protectrices. Parce qu'en fait, à un moment donné, pendant longtemps là, la culture noire, la femme noire, elle a inspiré, elle inspire d'ailleurs toujours, et ce mondialement. Et ça, ce n'est pas un problème quand en fait il faut prendre la culture, les techniques, les innovations que vont apporter les femmes noires ou les communautés noires, on n'a aucun problème avec ça. Et quand on va aussi apporter l'argent, on n'a aucun problème avec ça. Mais par contre, pour avoir un retour, une reconnaissance, ou même, comment dirais-je, une symbolique, parce que reconnaissance économique, c'est la plus belle des reconnaissances, on va pas se mentir non plus, parce que ton merci, là, ça va 5 minutes. Ou une reconnaissance symbolique, même ça, il n'y a pas. Derrière, en fait, on s'inspire de toi. On s'inspire de ta culture. On s'inspire de tout ce que tu peux apporter culturellement. Mais derrière, le manque de respect est total. Derrière, c'est comme avec les ex, là, pas forcément les ex, mais les relations un peu ambiguës, là. Je veux quelqu'un comme toi, mais pas toi. Voilà les relations que les marques ont avec la femme noire. Et puis va arriver en fait cette histoire d'inclusion tardive. Oui, l'inclusion, on ne savait pas, on le découvre. Parce que ça, c'est quoi? C'est grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'on est arrivé à une période assez charnière à un moment donné où les réseaux sociaux ont popé. Notamment à l'époque, tout ce qui va être YouTube et Instagram. YouTube mettait en avant tout ce qui va être maquillage, tuto beauté, etc.
Et Instagram, c'était plus au niveau marketing qui a changé la manière de voir le marketing et de le faire aussi. YouTube, pareil. Et en fait, d'un coup d'un seul, on a eu des femmes noires qui mettaient en avant des marques peu connues, qui lançaient des marques, effectivement, qui créaient leurs propres espaces et surtout qui assumaient leurs propres standards, qui mettaient en avant les standards de beauté de la femme noire, sans prendre en compte les standards de beauté de marques qui ne respectent pas la femme noire elle-même. Parce que oui, à un moment donné, les consommateurs, justement grâce aux réseaux sociaux, les consommateurs ont commencé à voir avec leurs propres yeux, en 4K, en réel, ce que vivait et ce que vivent la femme noire, les femmes noires, en silence, pendant toutes ces années. Et les crash tests de make-up, les crash tests de maquillage, là, ça a permis d'ouvrir les yeux à certains et à certaines et de comprendre les réalités qui, au fond, n'étaient pas les leurs aussi. Parce que quand tu fais un test et que tu vois en direct, face caméra, que le résultat, il est trop orangé, le teint de la fille elle-même, il devient gris, on dit, elle ressemble à un mort-vivant tellement, en fait, le ton, il n'est pas là. Il n'y a pas d'étude au niveau du produit, il y a rien qui est fait pour matcher avec le sous-ton de la peau de la personne ou même de la peau noire tout court, en fait. En fait, il y a aucun investissement, il n'y a pas de nuance, rien n'est fait. Et ça, justement, les gens commencent à le voir. Grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux. Mais les marques, après, derrière, elles ont commencé à bouger. Mais elles ont bougé grâce à quoi? Grâce à qui? Parce qu'en fait, quand elles bougent, ce n'est pas par bonté de cœur. Ce n'est pas parce que, en fait, oh, Bichette, on a vu ta vidéo et effectivement, mais oui, tu as raison. Non, it's because of Rihanna. Parce que Rihanna, elle est arrivée en 2017 avec sa marque Fenty Beauty. Elle a explosé tous les compteurs avec sa marque Fenty Beauty. Rihanna étant elle-même une femme noire, elle sait ce que c'est l'inclusivité, elle sait ce que c'est l'exclusion, et elle connaît les réalités de la femme noire, elle connaît les besoins de la femme noire, et elle sait quoi mettre en avant en tant que femme noire pour la peau de la femme noire, parce que le but c'est qu'en fait la personne elle soit jolie, mais en tant que femme noire, je vais pas faire un produit pour qui va me mochir, ben non. Et c'est ce que Rihanna elle met en avant. Et parce qu'après derrière avec Fenty Beauty, elle a explosé au niveau des compteurs. Et là, on parle au niveau de la rentabilité. Les marques, elles ont vu ça, elles se sont dit, mais Eureka, elles ont découvert l'inclusion. Elles ont découvert qu'il existait une catégorie de personnes qu'ils ont mis pendant des années, des décennies de côté, à savoir la femme noire, qui dépensaient déjà de base dans leurs produits, même si ce n'étaient pas des produits adaptés à leur peau ou dangereux pour leur peau ou pour leurs cheveux. Et là, ils se sont dit, allez, on va faire un effort. Mais ils ne l'ont pas fait par moralité, parce qu'ils en avaient envie. Non, eux, ils l'ont fait de leur côté, en fait. Parce qu'en fait, après derrière, ça touchait au portefeuille. La rentabilité de Rihanna au niveau Fenty Beauty en 2017, elle a explosé les compteurs. Mais à un moment donné, il y en a plein qui applaudissaient. Enfin, il y a des produits pour les noirs. Enfin, mais enfin quoi? 2017. On est en 2026, ça fait combien d'années? Ça fait quoi? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. On est sur la 10e année. Sur 10 ans. Sur 10 ans. C'est là que les grandes marques ont commencé à s'intéresser un tant soit peu à des femmes qui dépensent massivement pour leur marque et qui rapportent énormément au niveau de l'économie. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut juste se dire une chose. Une marque, elle ne va pas bouger parce que tu vas pleurer
que en fait ton ton il est trop gris ou qu'en fait le produit il est pas adapté. Une marque, elle va pas bouger pour ça, non, ni par conscience morale, pas du tout. La marque, elle va bouger quand les chiffres vont changer, quand les chiffres vont baisser, quand la pression médiatique, elle est trop forte, quand les ventes sont menacées ou encore quand la réputation devient un peu trop dangereuse ou devient un enjeu économique. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux, on va pas non plus encore se mentir. Et c'est là, souvent, que va apparaître la diversité performative. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la diversité performative? Et je vais lire, parce que j'ai pas retenu la définition non plus. La diversité performative, c'est quand une entreprise affiche l'inclusion, mais que cette inclusion reste superficielle. Et on le voit souvent parce qu'il y a énormément de personnes qui vont se plaindre avec le Black History Month. C'est typiquement en fait une fête. Franchement, quand on connaît l'histoire du tout, bref, c'est un mois pour les personnes noires. Voilà. Et pendant ce mois-là, il y a effectivement des marques qui vont investir sur des personnes de couleur. Sauf que la collaboration, encore une fois, elle va être performative. Le marketing va être performatif, à savoir ponctuel. Ce n'est pas un engagement sur le long terme, c'est juste une campagne pour le Black Historic Month de manière ponctuelle et courte. Courte dans la durée parce que ça va se passer, encore une fois, l'année prochaine et ainsi de suite. Parce qu'après, derrière, il n'y a pas de réel investissement, il n'y a pas d'engagement durable, il n'y a pas de compréhension même en fait du vécu de la femme noire. Pas du tout. Ils cherchent pas. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est les chiffres, la rentabilité et le fait de montrer l'inclusion. Bah, il y a des femmes noires. Oh mince, ah bah voilà, la marque, elle inclut des personnes de couleur. Bah vas-y, je vais acheter. On va soutenir. Bah non, c'est ponctuel. Donc ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont absolument rien à faire. Et en plus de ça, souvent, ces noirs ne sont absolument pas sur des postes en interne, stratégiques ou décisionnels. Never ever. Et c'est là qu'on voit le respect que portent les marques aux noirs. Et la note, là, l'investigation qui a été faite par l'informé, là, nous le montre encore. Parce que ce n'est pas la seule marque, ce n'est pas la seule marque. Il y en a d'autres comme ça, qui ne veulent absolument pas du noir, du marron dans leur espace interne. Mais faire croire sur les sites internet avec les produits que oui, on comprend, on est là. Là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parce que ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Mais le racisme banalisé, après, faut pas en faire trop non plus. Faut pas trop en demander non plus. Mais non. Non, en fait, ce qui dérange les femmes noires aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'elles soient mises de côté, parce que bon, bah après, effectivement, on peut mettre les femmes noires de côté, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça n'a jamais empêché les femmes noires de vivre. Ce n'est pas grave. De dépenser là où elles ont envie de dépenser. C'est pas un souci. Ce qui dérange concrètement, c'est que les caractéristiques de la femme noire qui ont longtemps été moquées et ridiculisées sont aujourd'hui vendues comme des tendances par les marques. Eh ben oui, on va pas non plus se mentir. Historiquement, les femmes noires sont moquées, ridiculisées, traînées dans la boue, mais aujourd'hui, on leur vend leurs propres caractéristiques comme si, comme à la mode, c'est à la mode. On va parler des lèvres pulpeuses. Oui, on va parler des lèvres pulpeuses. On a encore les pubs Banania, là. On va parler des lèvres pulpeuses. On va parler des grosses fesses. Des BBL.
Les BBL, là, qui a été rendu, que ce soit. Mais en fait, ça, c'est des trucs, en plus, c'est les chirurgies, la caractéristique, là. On va juste prendre Kim Kardashian. Parce qu'après, bon, elle a commencé à enlever, mais on va juste prendre Kim Kardashian. Parce qu'on sait tous, à un moment donné, que Kim Kardashian, son souhait le plus cher, c'était d'être noire. C'était son souhait le plus cher, mais elle s'est contentée d'avoir des enfants noirs. Ça, c'est du fétichisme. Et ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, grosses fesses, gros seins, taille de guêpe, grosses lèvres. Pour mettre les caractéristiques longtemps moquées. Historiquement, ça a été moqué. Il y a des archives, il y a tout. On a encore les bananias en tête. Les dessins animés, les anciens dessins animés. On a encore tout ça. Les tailles de guêpe. On a aussi tout ce qui va être coiffure protectrice. Les ongles, on a déjà dit, les ongles longs, style stiletto. On a aussi les styles inspirés, en fait, du coup, c'est même pas inspiré, les styles de la culture afrodescendante ou africaine tout court. Ah oui, comme la chaîne autour du ventre. Ça a été mis à la mode. Il y a des marques comme Rhode et Hailey Bieber, là. C'est instagrammable. Mais derrière, il y a une histoire. Hein. Cette chaîne, elle veut dire autour de la taille. Cette chaîne, culturellement, dans plusieurs cultures africaines, a un sens. Mais c'est joli, on s'inspire. C'est une tendance. C'est une tendance. Et pendant des années, là, certaines femmes, comme on dit, pendant des années, elles ont été discriminées dans la vie de tous les jours. Elles ont dû se cacher. Elles ont dû cacher leur culture parce que moquées professionnellement, parce que moquées socialement. Pourquoi? À cause de leur apparence. Et aujourd'hui, on va leur vendre leur propre, j'ai envie de dire leurs propres apparences. On va leur vendre leurs propres caractéristiques, leur propre corps, leur propre culture comme une tendance. Parce que c'est à la mode, parce que les marques ont décidé que c'était à la mode. Parce que c'était luxueux, instagrammable, tout d'un coup. Tout d'un coup, pourquoi? Parce que certaines personnes ont permis la monétisation. Mais qui sont ces personnes? Du type Kim Kardashian. Ont permis la monétisation des caractéristiques de la femme noire, de la culture de la femme noire. Et elle n'est pas seule, hein. Je parle de Kim Kardashian, mais c'est l'exemple le plus flagrant qu'on peut avoir, mais elle n'est absolument pas seule. Pas du tout. On a aussi Days Magazine avec la photo, on reste dans la famille Kardashian finalement, avec la photo de Kendall Jenner où elle porte une afro. C'est mode. Alors qu'on se moque professionnellement depuis des années des femmes noires parce que on leur dit que c'est pas professionnel d'avoir une afro. Ou encore Vogue. Pareil, encore avec la même personne. Kendall Jenner avec une afro. C'est pas professionnel, mais c'est sur les magazines. Et quand c'est sur les magazines, alors là, c'est Vogue. Mais attendez, c'est luxe, c'est glamour. Donc, à un moment donné, une question légitime et totalement normale se pose. Pourquoi, à un moment donné, l'esthétique de la femme noire devient-elle attirante, devient-elle acceptable à partir du moment qu'elle est rebrandée? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut en fait aussi faire la différence entre l'inspiration, l'appréciation, l'exploitation économique, commerciale et l'appropriation. Il faut quand même faire la différence. Et l'industrie de la cosmétique adore cette ligne de flou entre tout ce que je viens de citer et elle. Mais en fait, mais qu'est-ce que je raconte? Mais non, il n'y a pas de flou, en fait. Non, il n'y a pas de flou. Non, il n'y a pas de flou. Non. Ces marques-là, les grandes marques dont on parle dans cette vidéo, ont fini par comprendre que la femme noire
représentait une économie énorme. Elle représente une économie énorme et pourtant, elle n'est pas très bien représentée ou très peu représentée. Mais pourtant, elle dépense et elle dépense pas uniquement dans la cosmétique. Elle dépense dans la mode. Elle dépense dans tout ce qui va être musique. Elle va dépenser dans tout ce qui va être tendance digitale parce que c'est elle qui va aussi apporter les tendances digitales au niveau réseaux sociaux. C'est elle qui va apporter en fait, du coup, comme on disait, tout ce qui va être cool. Et c'est elle aussi au niveau culture populaire qui va apporter la petite épice en plus pour rendre ça bien sucré, bien caramélisé. Oui, c'est la femme noire. Parce que la femme noire et la culture, on va pas se mentir, noire, elle est influente. Elle a toujours influencé, historiquement, elle a toujours influencé et elle a influence encore aujourd'hui. On le voit même encore avec les appropriations culturelles, musicales, etc., notamment avec la K-pop. Et il y a eu un petit problème comme ça aussi avec Lizzo. Lizzo est une artiste une artiste coréenne. Il y a eu Lizzo, il y a eu Aya Nakamura, mais l'autre artiste, je sais même plus elle venait d'où. Elle, carrément, elle a tout copié. C'est-à-dire copier-coller. Elle s'est même pas cassé la tête à se dire non, mais on va nuancer. Non, elle a tout pris. Elle a tout pris. C'était une blanche qui venait de je ne sais où, là. Elle a tout pris, le travail du dernier album, là, de la pochette aussi, de Aya Nakamura. C'est un problème. La femme noire inspire. À un moment donné, faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, l'église au milieu du village, tout ce que vous voulez. C'est réel, c'est comme ça. Et c'est elle qui va dicter tout ce qui est cool. Tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux, c'est elle qui va dicter ce côté cool, en fait. Et concrètement, aujourd'hui, que ce soit la femme noire, que ce soit les internautes, que ce soit les consommateurs, aujourd'hui, de par tout ce qui se passe, et d'ailleurs grâce aussi aux réseaux sociaux, vont se poser la question maintenant de comment je dépense mon argent. Où va mon argent? Qui représente la marque que je suis en train d'acheter? Qui possède les marques que je suis en train de consommer? Et aussi qui est oublié? Qui est oublié? Et où va l'argent que je donne à cette marque? Et ça, en fait, et ça, je trouve ça énorme et je trouve que c'est le meilleur côté des réseaux sociaux, c'est vraiment que les réseaux sociaux donnent le pouvoir aux consommateurs. Et le pouvoir, il est vraiment autrement. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, a la capacité de voir toutes ces fenêtres-là, mais pour autant, ça permet aussi à d'autres petites entreprises, d'autres petites marques d'émerger. Et depuis toutes ces années, il y a énormément de petites marques qui ont émergé justement grâce aux réseaux sociaux, grâce à ceux qui est oublié, qui est représenté, qui représente la marque, qui possède la marque et où va l'argent. Grâce à ces petites caractéristiques-là, il y a des marques qui ont émergé et ça, c'est une bonne chose. Et c'est des marques qui ont été créées par des femmes noires pour les femmes noires. Mais là où moi j'ai un gros problème, parce qu'en fait, ces marques-là viennent avec toute leur authenticité. Elles vont mettre en place quelque chose d'assez bon, de rafraîchissant, parce qu'elles vont proposer des produits qui répondent aux besoins de la femme noire, qui comprend vraiment les nuances de la peau noire, qui va en fait apporter justement différentes textures, différentes différents tons, différentes nuances, qui va comprendre en fait l'histoire même de la femme noire, d'où elle vient, pourquoi elle est sous-représentée, etc. Et qui derrière va en fait avoir une communication moins condescendante. Pas parce qu'en fait c'est une petite marque et qu'elle vient d'arriver, non. Parce qu'en fait quand tu vends le produit, mais tu vends le produit à un consommateur comme toi tu es consommatrice. Tu n'as pas besoin d'être condescendant quand tu vends ton produit. Mais moi, là où j'ai un problème, c'est que quand il y a ce type de petites marques, de petites créateurs qui émergent, beaucoup ne soutiennent pas. Beaucoup vont vont aller se plaindre. Par exemple, là, on a Estée Lauder. Estée Lauder me fait faire une vidéo. C'était même pas prévu. Cette vidéo, elle était même pas prévue. Mais cette marque me fait faire une vidéo.
Mais le truc, c'est qu'en fait, quand on a des petites marques qui émergent, qui grandissent, qui ont été créées par des personnalités noires, des personnes noires, des jeunes entrepreneuses noires, elles ne sont pas soutenues par énormément de femmes noires qui se plaignent également qu'on ne les prend pas en compte. Mais elles se plaignent qu'elles sont pas prises en compte. Pour autant, quand on les prend en compte, elles ne vont pas acheter. Pourquoi? Parce que la marque en question n'est pas connue. Parce que la marque en question n'est pas Louis Vuitton. Parce que la marque en question n'est pas Chanel. Parce que la marque en question n'est pas Clinique ou Estée Lauder. Du coup, ça ne veut pas consommer. Mais pour autant, en fait, tu préfères aller acheter un fond de teint à 100 €, 120 € d'une marque qui ne te respecte absolument pas, plutôt que d'aller acheter peut-être un fond de teint qui va coûter moins cher, mais pour autant la qualité reste la même. Parfois, des fois même c'est mieux. Notamment, j'ai vu avec L'Oréal. L'Oréal, il y a des fonds de teint là, pardon. Mais le prix, bonjour. Mais il y a des marques, elles vont te faire des bons produits pour ta peau adaptée. Mais tu ne vas pas aller acheter parce que ce n'est pas L'Oréal. Tu ne vas pas aller acheter parce que ce n'est pas Chanel ou parce que ce n'est pas Louis Vuitton. Parce que le m'as-tu vu? Parce que tu ne veux pas soutenir, parce que la marque n'est pas assez connue. Et il y a aussi un autre problème qui se pose. C'est que quand on a parce qu'en fait, les gens ont de l'énergie pour dénoncer, oui, on m'a pas inclus, oui, on m'a pas inclus, oui, si, oui, ça. Mais quand en fait, il y a des solutions qui sont posées, claires, nettes, et ben là, bizarrement, il y a très peu de monde, finalement, qui y va, qui participe pour monter, en fait, justement, ces marques-là, ces marques créées par des personnes de couleur. Alors que c'est comme ça, justement, que l'évolution d'une communauté se fait aussi. La prise en compte des femmes noires vient également avec le soutien de sa communauté. Et à partir du moment où la communauté soutient ces petites marques-là, les marques le voient parce que leurs chiffres baissent et se reconvertit dans les autres petites marques qui se concentrent sur la femme noire. Et à partir de ce moment-là, eux, ils sont obligés d'évoluer aussi. Mais moi, le problème que j'ai aussi avec cette émergence de petites marques, c'est qu'à partir du moment où elles commencent à popper, ces mêmes grandes marques vont les racheter. Et elles vont pas les racheter par pur altruisme, pas du tout. Pas pour les aider, mais pas du tout, mais c'est pour bouffer la concurrence. Parce que c'est de la concurrence. C'est de la concurrence et elles veulent dominer le marché. Elles ne veulent pas qu'on leur fasse de l'ombre. Et elles savent que ce type de marque, à partir du moment où ça prend de l'ampleur, ça va faire de l'ombre à leur propre marque, à eux. Parce que ce type de marque met en évidence ce que elles n'ont pas su faire, elles n'ont pas voulu faire pendant des décennies. Et qu'elles n'arrivent même pas encore à faire, là, après Rihanna, là, depuis 10 ans, là. Eh oui. Mais en plus de racheter, ils vont racheter l'authenticité, ils vont racheter l'innovation, ils vont racheter la créativité. Après, effectivement, la vente se fait à grande échelle, donc ce qui peut faire que, effectivement, la marque, elle est connue un peu de partout. Ça, c'est une réalité. Mais la plupart du temps, c'est mauvais. On l'a vu avec les secrets de Loli, j'allais dire Lollipop. Oh, on l'a vu avec les secrets de Loli, et on l'a vu aussi avec Black Up. Racheter, mais après, derrière, mierda. La qualité, elle descend. C'est-à-dire que le prix augmente, mais la qualité, elle descend. Alors que de base, tu avais une qualité bien, mais après rachat, il n'y a plus de créativité. Il n'y a plus d'innovation. Il n'y a plus d'authenticité. Tout est mis dans le marketing. Tout est mis dans les apparences. Tout est mis dans les colors, les publicités, tout. C'est le marketing qui fait 99% du travail. Dans beaucoup de marques, en fait, de toute façon, c'est ça. Le marketing fait 99% du travail. Et après, derrière, le produit en lui-même, c'est bracata. Ça ne fait pas le taf. Et c'est ça qui, moi, me pose problème. Vraiment. C'est ces deux problèmes-là majeurs, en fait, quand on a l'émergence de marques.
Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'elles demandent en fait les femmes noires? Aujourd'hui, les femmes noires, elles demandent le respect qu'elles méritent et la place qu'elles méritent. Pas juste pendant des campagnes publicitaires marketing ponctuelles, pas juste quand il y a une polémique, pas juste quand la pression elle devient trop forte. Non, elles demandent le vrai respect du début à la fin. Parce que les consommateurs, à un moment donné, ils voient en fait ce qui se passe concrètement. Ils voient quand une marque copie en fait du coup une esthétique sans forcément l'accréditer. Ils voient et je l'ai dit tout à l'heure avec Days par exemple avec Kendall Jenner. Ils voient aussi quand une entreprise du coup parle de diversité sans forcément avoir cette même diversité en interne. Il voit également quand une campagne, pour le coup, semble opportuniste, et il voit aussi quand l'inclusion, du coup, à partir du moment où ça touche les chiffres, il n'y a plus d'inclusion. On l'a vu aussi avec Victoria's Secret. Victoria's Secret, à un moment donné, était tellement critiqué par manque d'inclusivité, etc. Pendant, je sais pas combien de mois, ils ont testé cette histoire de, on va mettre des personnes en fait de toute taille. Mais ça a fait plomber, ça a fait tomber les chiffres. Les chiffres étaient catastrophiques. Ils ont arrêté cette histoire. Ils ont arrêté. Et ils sont revenus aux bons vieux caractéristiques qu'on connaît de Victoria's Secret. Et oui. Mais à un moment donné, les réseaux sociaux ont changé les règles. Les réseaux sociaux ont changé les règles et continueront à changer les règles parce que de plus en plus présents, en fait. Plus personne ne regarde la télé. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et avant, justement, grâce à la télévision et parce que il n'y avait pas énormément de réseaux sociaux à l'époque, les marques contrôlaient totalement le récit. Elles contrôlaient totalement le récit. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les consommateurs archivent tout, décryptent tout, comparent tout. C'est des détectives aujourd'hui. Les consommateurs sont le FBI de demain. Ah, mais vraiment. Mais vraiment. Et ça, grâce aux réseaux sociaux. Et le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que les marques ont envie de changer qu'elles changent, c'est parce qu'elles sont obligées de changer. Parce que le consommateur est devenu le détective qu'il pense être. Tout simplement. Aujourd'hui, au fond, le problème, ce n'est pas en fait vraiment le fond de teint, tout ce qui va être maquillage, tout ce qui va être soin ou tout ce qui va être mode. Le vrai problème vient du fait que les marques consomment des cultures, des tendances pour les revendre sans créditer la communauté qui la représente, sans créditer les personnes qui la représentent. Tu t'inspires de la femme noire sans vouloir inclure la femme noire en interne ou même en externe, mais de manière totalement sincère et authentique. Parce que oui, la femme noire, comme on le dit, tout ce qui va être industrie cosmétique ou même mode, longtemps les besoins de la femme noire, longtemps la culture a été effectivement minimisée, n'a pas été créditée. Elle a été, la femme noire a été sous-représentée. Ça dans la mode, effectivement, la mode aussi là. Défilé de mode là, c'est pareil. Sous-représentée, discriminée, stigmatisée. Et après, plus tard, on revend toutes ces caractéristiques-là de la femme noire, comme une tendance pour faire joli, pour renflouer les caisses, parce que l'argent de la femme noire, ok, on en veut, mais on ne veut pas d'elle. On ne veut pas d'elle. Parce que qu'est-ce qui dérange concrètement qu'elle soit là en interne? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Après, de toute façon, ces mêmes femmes noires aujourd'hui commencent à créer. Ça se fait, ça commence à se faire, leurs propres espaces, etc. À un moment donné, là où moi je dis aussi, c'est que quand on ne veut pas de toi, va là où on veut de toi ou crée ton propre espace pour accueillir des gens comme toi. Tout simplement. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a en fait ces marques-là. Elles savent que sans le consommateur, elles ne sont rien. Elles le savent pertinemment. Sinon, elles ne feraient pas du marketing performatif. Sinon, elles ne feraient pas de l'inclusion performatif. Pas du tout.
Mais elles savent qu'elles ont besoin de l'argent de certaines communautés. Par exemple, pareil pour le halal. Je m'éparpille un peu, mais c'est la même chose. C'est dans la même dynamique. Le fait que les fast-food fassent du halal, ce n'est absolument pas anodin. Parce que ce soit les communautés noires, que ce soit les communautés arabes, ces communautés-là dépensent. Elles dépensent. Et elles ont plaisir à dépenser leur argent, durement gagné. Parce que les communautés type occidentaux, eh ben, les communautés blanches ne dépensent pas autant. Elles dépensent, oui, mais pas autant. Pas autant. Pas dans tout ce qui va être, mode, musique, cosmétique, ou encore, manger. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, faut arrêter. Tout aujourd'hui, on va dire, on va pas se mentir, même dans les restaurants. Il y a beaucoup de restaurants. Maintenant, à l'époque, c'était, ah, mais comment ça? Mais maintenant, énormément de restaurants proposent du halal. Mais parce que marketing performatif, à un moment donné, faut arrêter. Les gens veulent ton argent, mais ils ne veulent pas toi. Et c'est réel, c'est réel. Et les marques le savent. Mais à un moment donné, put some respect. Parce qu'à un moment donné, les marques, si elles se comportent comme ça aussi, c'est parce que derrière, la femme noire elle-même le permet. Parce que le jour où la femme noire se dira « Hey, stop, ras-le-bol », ce jour-là, les choses vont réellement changer. Mais pour l'instant, elles sont « Ok, bon, bah ouais, d'accord, ok. Ok, stop it. » Mais c'est pas encore assez hargneux, quoi. C'est pas encore assez fonce dedans. Mais le jour où ça sera vraiment comme ça, le respect sera posé sur la table. Mais pour l'instant, les marques, elles se disent, ouais, bon, ça part, ça jacasse, mais dans 2 semaines, ça va être oublié. Voilà ce qu'elles se disent concrètement. Et concrètement, c'est souvent ça, de toute façon, en tout cas, quand il s'agit de la femme noire. Parce que pour prendre les patins de la femme noire, à part la femme noire elle-même, et des fois même elle se tire dans les pattes, mais pour prendre les patins de la femme noire, souvent, à part vraiment la femme noire elle-même ou quelques personnes de d'autres communautés, eh ben, il y a pas grand monde. Hein. Il y a vraiment pas grand monde. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Ça arrive, mais ça prend du temps. Mais ça va arriver un jour. Et le respect sera de mise. Ça sera pas du bluff, ça sera du réel. Pour le coup. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le coup, pour vous, est-ce que en fait les marques ont vraiment conscience que leur manière de faire les choses envers la femme noire est effectivement non seulement discriminatoire, mais aussi, du coup, c'est du racisme banalisé? Ou pour vous, c'est juste ils mettent du marketing en place tout simplement pour, on va dire, arrondir les choses, endormir les gens et après, de toute façon, continuer en fait ce qu'ils ont toujours fait, à savoir être raciste. À un moment donné, on va dire les mots, être rat, tout simplement. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à partager l'épisode, à commenter et à aimer et surtout à vous abonner pour plus d'épisodes à venir. Until next time, take care of yourself. It was Lily. Bisous!